Bonjour. L'AFEB a mis en place un cycle de 5 conférences sur le thème de la cybersécurité. L'objectif est de donner un éclairage pratique sur différents aspects auxquels sont confrontées toutes les entreprises ainsi que les indépendants. Il est important de prendre des mesures les plus adéquates en termes de prévention des cyberrisques, de formation à la cybersécurité, mais également d'avoir les bons réflexes en cas de cyberincident. Les 5 thèmes qui sont développés par des experts en la matière, qui sont également tous des praticiens expérimentés, sont, pour la première émission, l'assurabilité des cyberrisques et les avantages de disposer d'une assurance en ce domaine. Savoir ce que couvre une assurance cyberrisque, quels sont les aides, le support fourni par l'assureur en cas de cyberincident. Second thème, la prévention des cyberrisques. Existe-t-il des toolbox? Quelles sont les mesures essentielles de prévention à mettre en place? Ensuite, on aborde le thème de la réaction en cas de cyberincident. Quelles sont les obligations dans ce cadre? Existe-t-il des aides, des supports aux entreprises victimes d'un cyberincident? Le 4e thème est la responsabilité de la cybersécurité dans une entreprise. Quelles sont les responsabilités des dirigeants dans ce cadre? Les obligations des organes de direction, y a-t-il une réglementation sur ce sujet? Et enfin, pour toutes les entreprises qui ont été victimes de cyberincidents, nous aborderons la manière de réagir pour sortir de cette situation. Quelles sont les mesures à prendre pour restaurer la situation d'un point de vue informatique, technique, organisationnel? Et quel est le niveau de communication en interne et en externe qu'il faut mettre en place? Notre conférence de ce jour est donc consacrée à la mise en place d'une politique de cybersécurité au sein des entreprises. La question est de savoir qui doit s'en charger, qui est responsable de cette mise en place, quelle est la politique à mettre en place. Nos intervenants de ce jour sont Séverine Waterblay, qui est présidente du comité de direction du SPF Économie. Bonjour Séverine. Peter Craddock, qui est avocat chez Keller et Ekman. Valérie van der Gaeten, qui est Head of Legal et DPO du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Tanguy van Overstraat, qui est avocat chez Linklaters. Bonjour Tanguy. Bonjour Nathalie. Donc, comme nous disions, la cybersécurité est une nouvelle préoccupation. C'est une priorité dans la gestion de nos entreprises. Dans le cadre d'une bonne gouvernance, la question est de savoir qui est en charge de veiller à la mise en œuvre de cette politique de cybersécurité. Que ce soit la politique de prévention à mettre en place, la gestion des incidents, la désignation des personnes en interne en charge de la cybersécurité, qui est responsable au sein de l'entreprise de cette politique? Que prévoit notre loi en ce domaine? Existe-t-il un cadre légal, belge, européen, qui détermine les obligations des entreprises et qui détermine les personnes responsables, avec comme corollaire, comme toujours, d'éventuelles sanctions? Pour commencer, je vais poser cette question d'un point de vue très juridique. Peter Craddock, quelle est, d'un point de vue purement juridique, la responsabilité de la cybersécurité au sein d'une entreprise? Merci Nathalie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une distinction à faire entre, d'une part, la responsabilité qui est prévue dans la loi et, d'autre part, la responsabilité plus générale. Parce que je veux commencer par toucher un mot à ce sujet, parce que c'est vraiment important pour les entreprises de réaliser que la cybersécurité, c'est la responsabilité de toute personne au sein de l'entreprise. Ce n'est pas parce que j'ai une fonction qui n'a pas cybersécurité dans mon titre que ce n'est pas une responsabilité pour moi. Quel que soit mon rôle au sein d'une entreprise, j'interagis avec des informations, j'interagis avec des systèmes, et donc je peux moi-même créer un risque ou en fait protéger contre un risque. Et donc si on va regarder ensuite au niveau des rôles eux-mêmes et ce que prévoit la loi, on voit qu'il y a alors une distinction à faire de nouveau entre des lois qui sont maintenant en train d'être implémentées, d'être transposées au niveau belge, et donc je parle tout particulièrement d'une directive européenne dont je pense Valérie va discuter de façon plus exhaustive dans quelques minutes.
Et donc on parle en fait de la directive Nice 2, je vais laisser Valérie le soin d'expliquer un peu plus, où là en fait on a une disposition très spécifique qui prévoit que en soit des organes décisionnels ont des responsabilités propres en matière de conception d'une stratégie en matière de cybersécurité. Donc en fait, c'est une obligation de s'assurer qu'ils aident à établir une manière dont la cybersécurité va être assurée au sein de l'entreprise. On est vraiment au niveau du top. Il faut que l'organe décisionnel en pratique puisse être informé de ce qui se passe en matière de cybersécurité, d'être au courant des risques et aussi des mesures qui sont mises en place, et aussi d'aider à établir la manière dont l'entreprise va continuellement essayer de s'améliorer. Donc là, il y a des obligations d'information. Je dois moi-même, en tant qu'organe décisionnel, être informé. Je dois rester informé. Je dois impliquer des gens qui ont ça dans leur fonction, comme le responsable en matière de sécurité de l'information, le Chief Information Security Officer. Et donc, je dois les impliquer, les entendre, et alors, sur base de ça, continuellement chercher à améliorer la stratégie de cybersécurité et alors voir qu'est-ce qu'on fait en pratique sur cette base. Donc, notamment que ce soit des formations, que ce soit des mesures techniques à mettre sur pied, etc. Donc, c'est vraiment tout un ensemble d'obligations qui découlent de ce principe. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans une loi. À côté de ça, il reste les principes généraux en matière de responsabilité, parce que l'entreprise elle-même sera responsable de défaillances qui créent un dommage. Il se peut que, par exemple, moi-même, en n'observant pas qu'il y a des mises à jour de sécurité de certains systèmes, que je crée un risque pour lequel je deviens responsable. Et donc là, on parlera de la responsabilité de l'entreprise. Il se peut également que, par exemple, le responsable cybersécurité, le Chief Information Security Officer, commette une faute professionnelle qui est individuelle, qui lui est propre, ou par exemple, lui ou elle, a ignoré des mises à jour, des recommandations, des avertissements, par exemple, que ce soit dans le cas d'audits spécifiques pour l'entreprise ou bien des recommandations qui viennent d'organes comme notamment la CCB et d'autres institutions dont on va également parler. Et donc là, ça devient une responsabilité propre et individuelle. Donc on a d'une part la responsabilité organisée par la loi spécifiquement pour les organes décisionnels. On a ensuite la responsabilité propre des individus eux-mêmes. Et on a également la responsabilité de l'entreprise. Donc on voit que c'est vraiment une obligation de groupe. Chacun doit contribuer à la cybersécurité, précisément afin de protéger les atouts des biens digitaux, que ce soit digital ou pas, que ce soit des informations papier également, et ensuite aussi pour essayer de limiter les risques de responsabilité pour chaque personne au sein de l'entreprise. C'est vraiment un changement de mentalité. On ne pense plus que c'est le responsable maintenant de l'entreprise qui prend ces décisions, cette politique générale, et il ne peut plus simplement déléguer à son informaticien en disant c'est un problème informatique comme ça s'est fait depuis de nombreuses années. Mais quand on parle de l'organe décisionnel, de qui parle-t-on? C'est le CEO, c'est le conseil d'administration? Alors, dans cette législation spécifique, on parle en fait d'organes qui prend les décisions sur la stratégie. Et donc, en pratique, ce sera très souvent le conseil d'administration au sein d'une entreprise. Mais en fonction de quelle est la liberté qui est accordée à un CEO, quel est le champ de ses propres compétences, peut-être que lui-même sera considéré comme étant aussi un organe décisionnel de ce point de vue-là. Donc en fait, c'est en effet un changement de mentalité. Il faut que chaque personne qui contribue à la manière dont la stratégie est conçue, prenne ça dans sa tête, je dois moi-même réfléchir à comment j'interagis avec cette stratégie, comment je l'influence, parce qu'il peut également s'agir de ma propre responsabilité. Tout à fait.
Dans ce cadre-là, Tanguy, quel est le cadre, les éléments essentiels d'une bonne gouvernance, d'une bonne politique en matière de cybersécurité au sein d'une entreprise? C'est peut-être très vaste. Oui, c'est évidemment une question essentielle et en effet très vaste, mais je vais quand même essayer de résumer, de mon point de vue en tout cas, les points les plus importants. Généralement, on divise ça vraiment en 3 étapes fondamentales. La prévention d'une part, la gestion de la crise en tant que telle, et puis ce que j'appellerais le post-mortem, c'est-à-dire que lorsqu'on a malheureusement subi un incident, quelles sont les leçons qu'il faut tirer pour l'avenir, pour prendre des mesures, pour améliorer finalement la situation au cas où un second incident ou d'autres incidents auraient lieu. Alors sur le plan de la prévention, il va de soi évidemment qu'il faut prendre des mesures techniques. Ça dépend de type d'entreprise, du type de secteur, mais il faudra évidemment considérer notamment un mapping des données, déterminer quelles sont les données qui sont essentielles, lesquelles devraient faire l'objet d'une sécurité accrue, par exemple par le biais d'un cryptage, ou bien la mise en place d'un backup du système pour pouvoir alors basculer en cas de blocage vers ce backup et continuer l'activité de l'entreprise. Le deuxième élément qui est essentiel, et que Peter d'ailleurs a déjà un peu abordé, c'est la question de la conscientisation des dirigeants. est tout à fait essentiel. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est très clair. Il n'y a pas un seul jour qu'on ne voit dans la presse un incident, qu'on ne voit en tout cas des publications sur des situations très malheureuses, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Et donc, il y a clairement une conscientisation en principe des conseils d'administration, des dirigeants d'entreprise en général. Et il y a évidemment un point vital, c'est de déterminer un budget. Tout ça coûte évidemment de l'argent et il faut mettre en place une gouvernance qui peut provoquer des frais évidemment pour l'entreprise. Alors sur le plan de la gouvernance proprement dite, pour moi, il est essentiel de mettre en place une équipe interne qui est composée des bonnes ressources. Alors c'est évident qu'on a des ressources au niveau de la sécurité, au niveau de responsables de technologie de l'information, donc les informaticiens, etc. Mais à ça, il faudra ajouter aussi des spécialistes en assurance, parce qu'il est possible d'assurer les responsabilités en matière de cybercriminalité. Il faudra évidemment des juristes et éventuellement des personnes, ça dépend de la taille des sociétés, qui sont en charge de la compliance au sein de l'entreprise. Les ressources humaines sont très importantes aussi parce que, évidemment, il y aura une communication qui devra être faite avec les employés, le cas échéant, soit parce que les employés doivent être au courant, évidemment, de ce qui se passe, et aussi du côté préventif, ça, je vais y revenir aussi. Et alors, bien évidemment aussi, tout ce qui est communication. Donc, généralement, ça dépend à nouveau de la taille de l'entreprise, mais des spécialistes en communication. Donc ça, c'est sur le volet interne. Sur le volet externe, il est aussi nécessaire de sélectionner les bons acteurs. Et là, je pense qu'un cabinet d'avocats est indiscutablement un acteur qui doit intervenir, ne fût-ce que parce qu'il va assurer le secret professionnel des communications, donc il y a le privilège de l'avocat, et quand il arrive un incident, c'est tout à fait essentiel de pouvoir en bénéficier, mais aussi toute une série de consultants, qu'il s'agisse de consultants informatiques, de spécialistes en matière d'investigation, notamment pour vérifier les documents, les données qui ont été affectées, mais aussi pour rechercher les causes, pour résoudre en fait ces causes. Ça, c'est un autre élément. Un élément qui est aussi pour moi essentiel, c'est de mettre en place des tests. Donc en fait, avoir des penetration testing, comme on appelle ça, donc de tester les systèmes. Et alors, on voit ça de plus en plus, la simulation finalement de crise avec l'analyse des responsabilités, l'analyse donc des réactions de la part du personnel, de la part des dirigeants, la rapidité avec laquelle ils seront intervenus. Et pour tous ces motifs-là, à nouveau, il est important d'avoir sélectionné et d'avoir mis en place des engagements finalement des différents consultants, parce qu'au moment où malheureusement une crise a lieu, eh bien on n'a plus le temps de le faire en fait. Donc il est vraiment important. Nous, par exemple, au sein de notre cabinet, nous avons, avec les relations de nos clients, déjà certains clients qui nous ont choisis sans même avoir aucun incident. Et je crois que c'est une bonne politique. Ça, c'est le premier volet. Je serai peut-être un peu plus bref sur le second volet, qui est en fait la gestion de la crise proprement dite,
où là, il y a d'abord un élément de prioritisation. Donc, il faut voir quelle est l'importance de la crise, quelle est son incidence sur la vie de la société. Est-ce que c'est un élément qui est une erreur interne? Est-ce que c'est une attaque externe? Est-ce que c'est une fraude interne? Parce que malheureusement, il y a ça aussi qui peut arriver. Et en fonction de ça, escalader vers les bonnes personnes. On aura donc mis en place un système de gouvernance, une équipe, et bien évidemment, la direction de l'entreprise, le conseil d'administration devra être informé. À la suite de quoi, et tout ça doit se faire évidemment en parallèle, il est nécessaire d'analyser la situation, de bloquer éventuellement les attaques, si c'est encore possible, de basculer le cas échéant sur les backups pour continuer en fait l'activité de l'entreprise, c'est tout à fait fondamental. Et ensuite, il est aussi tout à fait indispensable d'assurer une communication. Communication en interne, le personnel, communication aux actionnaires, c'est aussi important, communication au public, le cas échéant. Bon, parfois, on n'est évidemment pas, je vais dire, prêt à nécessairement parler à la presse, mais il vaut mieux, je pense, déjà anticiper, préparer un communiqué de presse que de se retrouver avec une fuite dans la presse à laquelle il faut répondre dans la hâte et sans aucune préparation. Donc, c'est aussi important, je pense, de notifier, de préparer en fait une notification dans ce cadre-là. N'oublions pas évidemment l'appel aux assureurs. Si on vient trop tard pour leur notifier comment dirais-je, l'incident, il y a un risque évidemment qu'ils n'interviennent pas. Et enfin, bien entendu, ça va de soi, et tout ça à nouveau est en parallèle, c'est la résolution finalement, la détermination de la cause de l'incident et aussi le démarrage de l'examen des données qui ont été affectées pour pouvoir déterminer si par exemple il faut notifier des personnes concernées parce qu'il y a un risque pour elles. Pensons par exemple à des numéros de carte de crédit, il faut aller très très vite évidemment pour que les personnes puissent alors bloquer leur carte, etc. Donc ça, c'est le volet, je ne suis certainement pas exhaustif, mais c'est le volet gestion de crise. Je dirais ensuite les leçons à tirer, ça dépendra des circonstances évidemment. Ça va en fait être par exemple des absences de réactivité suffisantes, etc. Enfin, il y aura en tout cas un post-mortem à faire, un examen de conscience pour voir s'il ne faut pas améliorer les choses. Et je crois que dans tous les cas de figure, on peut toujours s'améliorer évidemment. Mais donc c'est vraiment un travail permanent. On ne peut pas se dire j'ai mis en place une bonne politique, une bonne gouvernance, maintenant je me repose sur mes lauriers. Est-ce que je note aussi, c'est de bien s'entourer des bonnes personnes en interne comme en externe. Peter, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est un point que Tanguy avait évoqué, et je pense que c'est vraiment important de le souligner, cet aspect budget. Je pense que beaucoup d'entreprises ont peur de cet aspect. Oui, tout à fait. Parce qu'elles voient la cybersécurité comme étant un coût. Et c'est évident. Je ne vois pas nécessairement immédiatement la plus-value pour mon entreprise. Mais il faut toujours se dire que c'est un investissement qui, d'une part, me permet d'éviter, bien entendu, des frais parfois immenses par la suite. Si j'ai une bonne approche, si j'ai une bonne stratégie et qu'après ça, je la soutiens correctement en interne, eh bien, je limite mes risques. Mais d'autre part, de plus en plus, nous voyons dans les contrats qui sont dans les demandes de contrats qui sont soumises au niveau, par exemple, des autorités publiques ou bien au niveau de plus de grosses entreprises, surtout les entreprises qui sont cotées, il y a de plus en plus d'exigences en matière de cybersécurité dans cette demande. Et donc, ça fait que c'est un investissement qui, parfois, vous permet d'être associé à la discussion pour aller essayer d'obtenir un contrat. Et donc, c'est un investissement qui n'est pas nécessairement un coût négatif. C'est parfois un coût très important, utile, qui contribue au business de l'entreprise. Et donc, je pense que c'est vraiment important pour les entreprises de prendre conscience de cet aspect. Tout à fait. Mais au-delà de ça, parfois volontairement, on veut se mettre en conformité et on doit se mettre en conformité, mais il y a également un cadre légal, Valérie, qui existe pour cette obligation de mise en conformité et qui concerne également les obligations des dirigeants. Alors tout à fait, comme Peter et Tanguy l'ont évoqué, il y a quelque part une certaine actualité juridique sur le sujet qui tombe assez bien sur le propos. C'est qu'il y a une nouvelle directive européenne qui a été adoptée en 2022
qui s'appelle la directive NIS 2. Alors, que veut dire NIS? C'est Network and Information Security, donc c'est une directive sur la cybersécurité qui s'applique à certains secteurs particuliers. Donc, on vise vraiment des secteurs critiques. On ne vise pas la cybersécurité de manière totale pour toutes les entreprises, mais vraiment sur certains secteurs comme l'énergie, comme le transport, comme la santé, le spatial, etc. Donc, vraiment des secteurs de niche assez critiques. Et il y a aussi un champ d'application qui est limité à une certaine taille d'organisation. Donc il faut des entreprises qui soient moyennes ou larges. Donc il faut avoir plus de 50 millions de chiffre d'affaires ou au moins 50 personnes, je veux dire, de membres de personnel ou plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et faire partie de ces différents secteurs pour être dans le champ d'application. Mais l'avantage de cette nouvelle directive, c'est qu'elle va venir préciser l'existence et consacrer l'existence d'une responsabilité directe pour le top management, pour les dirigeants d'entreprise. Ce qui n'était pas le cas de la version précédente de la directive. Et au-delà des obligations générales qui existent, il y a l'avantage ici de vraiment venir préciser, déterminer ce qui est attendu du dirigeant d'entreprise lorsqu'il met en œuvre des mesures de cybersécurité qui sont définies dans la directive. Donc on a l'article 21 qui vise vraiment les différentes mesures qui doivent être mises en œuvre. Mais au-delà de l'obligation de la personne morale, de l'entité, le dirigeant d'entreprise a aussi une part de responsabilité à jouer qui est vraiment précisée dans la directive. On évoque le fait qu'il doit approuver les politiques et les mesures. Il doit s'assurer de la supervision de ces mesures. Ça inclut forcément aussi le fait de communiquer en interne sur ces mesures, s'assurer qu'elles sont bien mises en œuvre. Il doit lui-même suivre des formations pour pouvoir comprendre les enjeux de cybersécurité et pourquoi certaines mesures doivent être mises en place. Et il peut être tenu responsable des violations de l'organisation par rapport à ces éléments-là, forcément par rapport au rôle qu'il joue dans la détermination, dans la supervision des mesures. La manière dont la supervision par rapport à ces exigences sera mise en œuvre est encore quelque chose, c'est tout frais, qui est en cours de discussion et de mise en place. Donc c'est un peu difficile de pouvoir parler par rapport à ça dans les détails. Mais il y a des obligations de la directive qui découlent vraiment sur la supervision et sur les sanctions qui peuvent être associées à cela. Donc peut-être pour aller sur les sanctions, hein, si je vais dessus, je pense que c'est intéressant de comprendre qu'une des plus-values de la directive NIS 2 est de vraiment rendre les obligations, les sanctions très sérieuses et très importantes pour les entités. Encore une fois, comme Peter le disait, ce n'est pas l'intérêt nécessairement de venir sanctionner ou d'imposer des sanctions aux entreprises. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils se rendent compte de l'intérêt qu'ils ont pour leur business, pour leur contrat, pour leurs fournisseurs, de faire en sorte qu'il y ait une politique de cybersécurité qui soit mise en place. Et c'est même un avantage pour eux, en cas d'incident, d'être bien protégés et d'éviter justement des coûts ou des désagréments par la suite. Mais il faut bien se rendre compte qu'à défaut, et c'est sans doute un incitant aussi pour les entreprises, de dire si vous ne mettez rien en œuvre, de la même manière que le RGPD a des grandes sanctions possibles aussi, il y a des sanctions beaucoup plus substantielles qui sont prévues par la directive NIS 2, avec une distinction entre deux types de catégories. Donc les entités essentielles, ce sont les plus grandes entreprises qui sont visées dans l'annexe 1, et alors pour les entités importantes qui, elles, sont visées soit plutôt moyennes entreprises dans l'annexe 1 ou toutes celles qui relèvent de l'annexe 2. Voilà. La différence au niveau des montants de sanctions, au-delà des autres mesures qui peuvent être des mises en demeure, qui peuvent être des injonctions, il y a le fait que des amendes administratives peuvent être imposées, qui peuvent aller pour des entités essentielles jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Et pour les entités importantes, ça peut aller jusqu'à 7 millions ou jusqu'à 1,4% du chiffre d'affaires annuel. Donc ce sont des sanctions qui peuvent être assez importantes. Bien entendu, elles doivent être appliquées au cas d'espèce et de manière proportionnée, mais elles sont quand même dans l'objectif dissuasif pour qu'on évite de prendre en considération ou de délaisser ces obligations-là. Et il faut tenir compte aussi qu'il y a une sanction spécifique qui est prévue pour les dirigeants d'entreprise, dans le sens où ceux-ci peuvent aussi se voir interdire d'exercer une fonction dirigeante au sein d'une organisation s'il est démontré qu'effectivement ils ont une part de responsabilité de leurs obligations de ne pas avoir supervisé, approuvé les mesures ou même, dans une certaine mesure, ne pas avoir accordé le budget nécessaire pour mettre en œuvre les politiques.
Mais ici, on a parlé des entités essentielles et importantes, donc les secteurs clés de l'économie, à peu près 18 secteurs, si je ne me trompe, oui. Et avec un niveau, un nombre de membres du personnel et un chiffre d'affaires. Mais est-ce que toutes les entreprises, de manière générale, peuvent se sentir visées? Parce que c'est quand même une responsabilité importante des dirigeants. De manière générale, des plus petites entreprises ou celles qui sortent du scope des secteurs concernés sont aussi visées? Alors, il peut y avoir un impact, on va dire, sur la chaîne d'approvisionnement, puisque les entités NIS vont elles-mêmes devoir répercuter à leurs fournisseurs ou à leurs prestataires aussi des obligations. Donc, ça va avoir un effet, on va dire, de chaîne. Donc, même si une entité n'est pas concernée directement, elle, par la directive, peut-être qu'en tant que fournisseur pour un opérateur NIS, elle va être impactée. Et je pense qu'au-delà même du cadre NIS, si on prend en considération la responsabilité générale 1382 ou même des obligations en matière de protection des données à caractère personnel, il y a aussi d'autres responsabilités qui incitent le dirigeant d'entreprise à agir et à prendre en considération l'aspect mesure de sécurité de son organisation. Merci beaucoup. Séverine Wetterblay, je sais que le SPF Économie fait énormément, est très très sensible à la cybersécurité et à ça dans son core business. Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour sensibiliser les dirigeants de toutes les entreprises, en ce compris les PME, à cette responsabilité en matière de cybersécurité? Alors effectivement, ça fait des années qu'on fait des conférences, des campagnes de sensibilisation, que ce soit avec la FEB, avec les acteurs, principalement aussi avec les PME qui ne sont pas forcément sensibilisés à ces grands aspects. Et donc, on a mis à leur disposition des outils. Donc, on a créé un cyberscan assez récemment, qui a 2-3 ans, et qui est un outil qui permet aux dirigeants d'entreprise de voir un peu où est la maturité de son entreprise en matière de cybersécurité. Donc, il va faire un certain nombre de tests et voir à quel niveau il se trouve. Et alors, on lui donne à chaque fois des conseils pour passer d'étape à étape à une politique de gouvernance de la cybersécurité. Donc, c'est cet outil-là qui est accessible. On promeut aussi les kits qui sont développés par la Cyber Coalition, donc c'est un partenariat public-privé avec la FEB, avec le CCB, avec d'autres acteurs, les académiques. Et par exemple, ils ont créé des kits de sensibilisation pour le personnel. C'est très didactique, c'est très facile à utiliser, à nouveau accessible sur le site de la Cyber Coalition. Et on vient de lancer un site qui s'appelle mapmecybersécurisé.be. Le terme n'est pas hyper simple, mais au moins il est clair. Donc, mapmecybersécurisé.be, et sur ce site-là, vous pouvez retrouver le cyberscan, les kits de la Cyber Coalition, d'autres éléments aussi développés par le CCB. Il y a un lien, mais vous pouvez aussi trouver les subsides qui existent en la matière et les soutiens qui peuvent être demandés à tout niveau en Belgique. Donc, ça peut être aussi au niveau régional. C'est un outil qui vise plus les PME, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une PME sur 5 a été la victime d'une attaque. Donc, c'est aussi pour sensibiliser le reste en disant, voilà, la question, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué, c'est quand vous allez être attaqué, est-ce que vous serez prêt? Exactement. Et puis, il n'y a pas que les attaques dont on parle, il y a aussi toutes les arnaques et fraudes auxquelles les PME doivent être sensibilisées. On parlait tout à l'heure que le dirigeant est évidemment le responsable, mais il doit déléguer sa responsabilité sur l'ensemble de son équipe et sur différentes fonctions, comme l'expliquait Tanguy. Comment est-ce organisé au sein du SPF Économie, puisque vous êtes visé également par toute cette politique de cybersécurité? On sera bientôt visé. On n'était pas dans le cadre de la NIS 1, on sera dans la NIS 2. Alors, chez nous, les rôles sont différenciés. Donc, on a le CISO, le Chief Information Security Officer, le CISO, et on a l'IT Manager, le CIO, qui s'occupe de la gestion journalière. C'est historique, mais c'est quelque chose qui est relativement simple, puisque le CISO, sa mission première, c'est d'examiner toutes ces politiques. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est créer ce poste qui n'existait pas réellement. Donc, il faut savoir bien s'entourer. On l'a dit déjà, je pense. Bien choisir ses collaborateurs, choisir les bonnes compétences et surtout avoir confiance dans son CISO. Le CISO, évidemment, chaque manager ne va pas devenir un expert en cybersécurité, même s'il va être soumis à un certain nombre d'obligations en termes de formation. Il ne sera jamais l'expert, ce n'est pas son rôle non plus. Mais par contre, il doit bien désigner son CISO, et une fois qu'il a cette confiance, qu'il a cette interactivité, c'est surtout le soutenir. Le CISO, c'est un peu comme le DPO, hein.
il n'a pas toujours une fonction très facile au sein de l'entreprise. Donc le manager est vraiment là pour soutenir les choix qui sont proposés par le CISO, etc. Après, il doit dégager le budget. On se retrouve, c'était sur ma fiche, c'est évidemment le nerf de la guerre. Il faut trouver un budget. Alors au départ, ça peut être des budgets de formation, on n'est pas tout de suite dans des budgets considérables, on est dans des budgets. Au SPF, comment ça s'est passé? Donc j'ai désigné un CISO, on a créé cette cellule de gestion de crise qui n'existait pas non plus avant mon arrivée. C'est une gestion de crise, genre crise Covid malheureusement, crise ukrainienne, mais désormais aussi la cybersécurité. Donc c'est vraiment très important. Cette cellule, sa première mission, ça a été de faire un plan de gouvernance. Donc de faire une note au comité de direction. Chez nous, au sein de la SPF, nous avons des comités de direction, et de la faire valider, et que chaque membre du comité de direction connaisse ses responsabilités, sache comment les missions sont réparties. Et puis, on a décliné cette note en plan d'action. Et évidemment, un des aspects, Tanguy l'a dit aussi, c'est la formation du personnel. À tous les niveaux, on le dit, ce sera aussi le slogan « c'est l'affaire de tous », Peter l'a dit aussi, que ce soit de l'hôtesse d'accueil aux responsables, aux CISO, tout le monde au sein de l'entreprise doit être vraiment conscientisé et doit avoir les bons réflexes. Donc on reçoit des mails de phishing, de ransom, donc chaque personne doit savoir à son niveau comment il doit réagir, qui il doit contacter, etc. Donc ça c'est très important de décliner un plan d'action avec une formation des agents, pas la même évidemment, en fonction des niveaux. Nous serons aussi soumis à une formation obligatoire dans le cadre de la NIS 2, elle est en préparation, et puis aussi des campagnes de sensibilisation interne au SPF, donc sur la fraude, sur le phishing, ce qu'on fait régulièrement chez nous pour expliquer. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine. On est aussi occupé au sein du SPF à s'engager vers une certification, dans le cadre de la NIS 2, on veut aussi aller vers plus de reconnaissance et une certification d'une norme internationale ou d'une norme développée par le CCB. C'est encore en discussion et ça demandera des budgets importants aussi pour les pouvoirs publics. Voilà. Merci beaucoup. Tanguy, on a parlé des sanctions NIS 2 qui étaient importantes, dont des interdictions d'exercer, ce qui fait toujours un peu froid dans le dos. Mais de manière générale, d'un point de vue juridique, il n'y a pas que les sanctions de NIS 2 qui s'appliquent aux dirigeants. Absolument pas. En fait, je crois qu'il faut vraiment brosser toute une série d'éléments qui sont importants et qui peuvent affecter tant l'entreprise elle-même que ses dirigeants lorsqu'un incident a eu lieu. Le premier point, c'est évidemment la violation de la loi. Donc il se peut qu'une loi n'ait pas été respectée. Prenons par exemple l'hypothèse où des données personnelles ont été compromises. On connaît tous le RGPD, qui est probablement l'abréviation d'un terme juridique la plus connue dans le monde. Et ce RGPD prévoit une série d'obligations, notamment en matière de sécurité. J'ai dit tout à l'heure aussi en matière de notification qui doit être fait dans un certain délai. Si l'entreprise n'a pas respecté, si son niveau de sécurité n'est pas satisfaisant, si la notification n'est pas faite en temps utile, elle s'expose à des sanctions importantes. Ce sont des amendes, évidemment, qui peuvent être chiffrées parfois dans les centaines de millions, puisqu'on calcule ça sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est une législation qui a un peu plus de 5 ans seulement, et on parle déjà de plus de 2 milliards de sanctions qui ont été ordonnées jusqu'ici, donc ce n'est pas rien. Donc ça, c'est vraiment important de considérer ça. À côté de ça, je crois qu'il faut pas écarter le fait qu'il y a d'autres lois particulières, on y reviendra, notamment DORA, on va en parler tout à l'heure, mais aussi il y a le fait que l'entreprise qui est victime d'un incident peut ne pas être en mesure d'exécuter ses contrats. Donc il peut y avoir une violation contractuelle, une interruption dans la chaîne de fourniture pour toute sa clientèle. Donc les impacts en termes de responsabilité contractuelle peuvent être légion. Et il se peut aussi qu'il y ait une responsabilité extra-contractuelle, qui est alors donc basée sur l'existence d'une faute, donc une faute dans la gestion de la crise, une faute dans la préparation, dans la prévention, qui aurait provoqué un dommage, par exemple, dans la chaîne
de fourniture d'un produit aux clients finaux ou dans les différentes étapes des fournisseurs et qui pourrait alors avoir un recours si évidemment il y a une démonstration que cette faute a provoqué ce dommage et que donc les conditions sont remplies pour obtenir en fait une indemnisation. J'ajouterais, et c'est tout à fait fondamental, que au-delà de toutes ces considérations-là, l'impact qui est majeur, c'est la réputation. On voit ça tous les jours dans les journaux, des sociétés qui sont montrées du doigt parce qu'elles ont fait l'objet d'une attaque. Malheureusement, parfois, certaines d'entre elles sont très bien préparées mais n'ont pas pu y échapper. D'autres sont moins préparées, donc sont montrées du doigt comme étant ceux qui étaient vraiment mal outillés. Peut-être un dernier élément, mais on y reviendra sans doute, c'est qu'il faut faire une distinction aussi, on l'a déjà évoqué, entre la responsabilité de l'entreprise elle-même en tant que personne morale et la responsabilité des dirigeants d'entreprise, mais je crois que c'est un sujet sur lequel on reviendra ensuite. Exactement. Tanguy, vous avez aussi abordé le secteur financier. Il y a un règlement DORA dont vous avez parlé. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, certainement. Donc, le règlement DORA signifie Digital Operational Resilience Act. Donc, c'est en fait le règlement sur la résilience opérationnelle numérique dans le secteur financier. Et ce règlement est tout à fait fondamental. Il sera en fait applicable à partir de fin 2024 et il va imposer en fait aux acteurs du secteur financier une série de règles dont certaines existaient déjà. Elles étaient imposées en fait par la Banque centrale européenne par le biais de ce qu'on appelle les EBA guidelines, mais ces règles sont renforcées, beaucoup plus sérieuses, vont en fait imposer toute une batterie d'obligations à la fois à charge de l'entreprise du secteur financier, une banque ou autre, mais aussi à charge de ses dirigeants. Et notamment, ce qui sera important, c'est la gestion du risque. On a parlé de la gouvernance. Ce qui sera important aussi, c'est qu'il y aura des règles encore plus strictes par rapport à la notification aux autorités compétentes. Il sera aussi nécessaire de gérer les tiers, les intervenants donc dans les relations contractuelles avec les acteurs du secteur financier. Une nécessité aussi de mettre en place des tests et enfin, et ça c'est vraiment important, le partage des informations entre les différentes entités du secteur pour en fait permettre une coopération, un renforcement de la sécurité en général. Donc ça c'est typiquement pour le secteur financier. Le Centre belge pour la cybersécurité, Valérie, a un rôle évidemment essentiel en matière de cybersécurité, mais de formation et d'aide aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Vous pouvez un peu nous parler des différents outils qui sont offerts par le CCB et dont certains, moi j'ai déjà été sur votre site et sont vraiment très utiles, même pour les particuliers, pour se mettre en phase avec toutes les attaques dont on peut être victime. Tout à fait. C'est une préoccupation essentielle de nos missions, de s'assurer la sensibilisation des dirigeants d'entreprise, mais des entités en matière de cybersécurité de manière générale. Dans le cadre justement de pouvoir évaluer les niveaux de maturité des organisations, pouvoir les guider, pouvoir les accompagner, le CCB a développé sur base de référentiels internationaux qui existent, que ce soit la norme ISO 27001, le NIST Framework ou même d'autres référentiels. Il y a une compilation en fait de ces éléments-là en forme d'un référentiel beaucoup plus praticable, on va dire, et utilisable, qui est mis à disposition, qui est sur le site du CCB, qui s'appelle le Cyber Fundamentals Framework, et qui va pouvoir permettre à la fois d'évaluer son niveau de cybersécurité sur base de différents niveaux prédéterminés, c'est-à-dire qu'il y a un niveau essentiel, un niveau important, basique ou même small, qui permet aussi d'avoir une forme simplifiée avec des outils mis à disposition d'analyse de risque simplifiés qui permettent de se focaliser vraiment sur les mesures les plus importantes, des key measures qui doivent vraiment être prises en considération. Et donc ça permet pour l'organisation et pour le dirigeant d'entreprise de pouvoir prioriser directement ou voir assez facilement les éléments qu'il faudrait compléter dans l'arsenal de l'organisation. Donc c'est vraiment pour aider, pour guider. Alors cet outil, de toute façon, il est à disposition et il sera utilisé.
La question ultérieure sera de savoir quelle est son utilisation éventuellement dans le cadre de la réglementation NIS ou dans le cadre d'autres éléments. Ça, c'est encore une autre question. Mais il est de toute façon là et il va être accompagné par un plan de communication aussi et de sensibilisation, de workshop, etc. pour essayer d'encourager son utilisation. Et dans le futur, dans le cadre des formations de la sensibilisation, il y aura sans doute aussi des initiatives sur les formations ou du travail avec la Cyber Security Coalition ou avec la FEB pour travailler justement à toute une série d'outils en ligne qui pourraient être mis à disposition. Il y a déjà toute une partie de webinaires en ligne qui sont disponibles sur notre site aussi, de sensibilisation, mais donc l'idée est de poursuivre ce travail-là au maximum. Très utile. Peter Craddock, on a déjà parlé tout à l'heure qu'en cas d'attaque, il y avait évidemment des données sensibles ou des données à caractère personnel qui peuvent être hackées, prises par un ransomware, mais il y a aussi des données commerciales et on peut être coincé aussi dans son activité et ne pas savoir répondre à certains contrats. Tout à fait. Quelles sont les conséquences et comment doivent réagir les dirigeants et quelles sont les sanctions et risques possibles dans ce cadre-là? Je pense que c'est utile de commencer par une anecdote parce que en fait, ce sont des cas très réels. Et moi-même, je suis confronté à ça très régulièrement, je pense que Tanguy également. Récemment, j'avais un client qui se fait contacter parce qui remarque qu'il ne s'est pas fait payer. Un client ne l'a pas payé pour des montants réguliers assez importants. Et ça fait quelques mois que ça dure. Et donc, ils se demandent, mais où est le paiement? Le client en question de mon client leur répond, mais oui, nous avons payé, voici la preuve de paiement. Et c'était un paiement pour normalement un client en Belgique, un paiement effectué sur un compte bancaire en Espagne. Pardon, au Portugal même. Et c'était la question, mais d'où vient ce numéro de compte? Il s'avère que l'entreprise en question, celle qui a effectué les paiements sur le mauvais compte, s'était fait hacker au niveau de son serveur mail, que des personnes ont intercepté des emails rentrants, on les a regardés, et après ça, on dit « Ah ben tiens, on va en profiter, on va maintenant faire un email nouveau qui reprend certains éléments du nouvel email, et puis après ça, qui rajoute « Ah, et en passant, nous avons changé de banque, voici les nouvelles coordonnées. » Et parce qu'ils avaient changé quelques petits caractères dans les adresses email, les personnes qui ont reçu cet email n'ont rien vu, n'ont pas remarqué qu'en fait ça venait d'adresses email nouvelles. Elles voyaient une chaîne de communication en dessous, elles avaient parfaitement confiance, et puis ils ont commencé à faire des paiements sur le mauvais compte. C'est le cas de figure qui fait que, alors, mon client se dit « Mais non, ce n'est pas exécuté, vous devez me payer, vous ne m'avez pas payé. » Et ce cas de figure est très malheureusement fréquent, le cas où je ne suis pas en mesure d'exécuter mon contrat, que ce soit parce que je suis sujet à un rançon logiciel, à un ransomware, que mes systèmes sont bloqués, que je ne sais pas envoyer des produits, que je ne sais pas fournir des services, ou bien de l'autre côté, que je fais des paiements sur un mauvais compte. Et dans ce cas-là, je n'exécute pas mon contrat. Au niveau de celui qui est face à ça, si donc mon client dans l'anecdote, eh bien, il se dit, mais non, il y a juste une non-exécution du contrat. Vous devez exécuter. Alors, la réponse qui viendra souvent de celui qui a fait l'objet d'une attaque, c'est, mais c'est un cas fortuit, c'est de la force majeure, ce n'est pas sous mon contrôle. C'est ce qu'on voit également dans le contexte des demandes d'activation de l'assurance cybersécurité. Ce n'est pas sous mon contrôle, donc je suis couvert. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'à partir du moment où moi, on me dit c'est un cas de force majeure, ma réaction ce sera ah, vous êtes certain? Montrez-moi que ça ne relevait pas de votre responsabilité. Parce que l'idée de force majeure, c'est que si je suis sujet à un cas de force majeure, si quelque chose d'externe m'empêche, rend impossible l'exécution de contrat, j'en suis excusé de façon temporaire. Et c'est quelque chose qui est prévu aussi de façon standard dans les contrats, mais il faut que ce soit impossible et il faut que ce soit hors de mon contrôle. Or, la cybersécurité, c'est pour partie sous mon contrôle. Si moi-même j'ai commis des fautes
qui ont permis cette attaque, alors l'autre partie pourrait parfaitement essayer de dire « mais non, ce n'est pas hors de votre contrôle, c'est en raison de fautes que vous avez commises ». Et donc, il se peut qu'il y ait de plus en plus des litiges à ce sujet par rapport à la question de est-ce que c'est un cas de force majeure ou non? Et donc, est-ce que je suis excusé de l'exécution de mes contrats ou est-ce que je suis obligé de payer des amendes contractuelles, des sanctions contractuelles, des pénalités, des indemnités que je dois vous verser à vous, mon co-contractant, parce que je n'ai pas exécuté à temps. Et donc, si je peux montrer que ce n'est pas de ma faute, alors je peux utiliser le mécanisme de la force majeure pour dire on va faire une petite pause, on va recommencer à exécuter à partir du moment où on peut le faire. Ça ne veut pas dire que je ne dois rien exécuter, ça ne veut pas dire j'ai eu mon contrat, c'est fini. Non, je devrais recommencer à exécuter une fois que la situation est rétablie. Mais si le co-contractant dit « je veux voir », vous devez peut-être me fournir des preuves que c'est hors de votre contrôle, ça devient une discussion très difficile. Avoir cette discussion très difficile en même temps que vous êtes en train de gérer un incident, c'est assez pour avoir des sueurs très froides pendant de nombreuses nuits. Donc il faut en fait, ça revient au point que Tanguy disait, il faut se préparer. Il faut essayer de regarder ces contrats à l'avance. Il faut essayer de voir qu'est-ce que j'ai prévu là-dedans. Tout à fait. Il faut alors s'assurer que la politique en matière de cybersécurité, la stratégie est cohérente. Il faut s'assurer qu'au niveau de l'implémentation de cette stratégie, que ce que nous faisons est correct et que nous pouvons le documenter. Merci. Encore une question à Séverine Waterblay. On a parlé de l'importance de la formation, de la conscientisation des différents niveaux au sein de l'entreprise, puisque le dirigeant est responsable, mais aussi. Est-ce qu'au niveau du SPF Économie, vous envisagez de mettre en place non seulement des formations en interne, mais pour l'extérieur également? Bon, déjà, il existe déjà beaucoup de formations dans les différents partenaires qui travaillent à ces matières. Maintenant, je pense que tout le monde est persuadé, j'espère en tout cas, que vous soyez boulanger, patron de PME ou bien grand patron d'entreprise, vous devez vous former, donc à votre niveau. Donc, il faut bien distinguer. Dans la PME, ce qui est important, c'est de maîtriser les bases. Donc, il y a pour ça des formations qui sont délivrées par le CCB. Et donc, c'est maîtriser les bases aussi parce que sinon, vous allez vous faire avoir. On va vous vendre le méga package et peut-être que vous n'en avez pas besoin pour une PME relativement petite et peut-être moins importante. Pour ces PME-là, c'est important aussi, on a dit l'assurance. C'est comme quand vous prenez une assurance incendie, vous êtes couvert, mais vous n'avez quand même pas envie que votre maison brûle et que votre business brûle. Donc, il faut aussi avoir anticipé et pouvoir prouver qu'on a bien mis en place les différentes mesures, ce fameux plan de gouvernance, et qu'après, il faut bien lire son contrat d'assurance pour voir qu'est-ce qu'il couvre exactement. Après, il y a les grosses entreprises. Donc là, on l'a évoqué, les entreprises qui seront dans les 18 secteurs stratégiques, c'est l'énergie, c'est les télécoms, c'est l'alimentation, la santé. Et pour cela, il y a des obligations beaucoup plus importantes en termes de formation. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Nous sommes chez nous en train de suivre, je l'ai dit, ces niveaux de formation donc au niveau du comité de direction même, et on le décline. Et comme vous l'avez dit, les juristes doivent être formés pour pouvoir lire le contrat d'assurance ou d'autres, les hôtesses, enfin tout le monde dans l'entreprise et dans le SPF, ça n'est pas différent, doit avoir une formation sur ces questions-là. Donc oui, nous avons notre plan annuel et pluriannuel de formation. On a commencé pour sensibiliser le management à leurs responsabilités de demain. Et voilà, et on va le faire aussi parce qu'à l'énergie, on est aussi compétent au SPF Économie, on est aussi compétent pour l'énergie, les télécoms et ces matières-là. Donc, on aura aussi un rôle à jouer par rapport à ces grandes entreprises qu'on appelle opérateurs essentiels, c'est certain. Merci. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps est écoulé. Et je remercie en tout cas nos 4 intervenants d'aujourd'hui. C'est un sujet, j'espère en tout cas que vous êtes conscients et que vous vous rendez compte de l'ampleur, de l'importance de cette responsabilité en tant que dirigeant, comme le disait Séverine, que ce soit d'une boulangerie, d'une PME ou d'une multinationale. La cybersécurité est affaire de tous, mais affaire des dirigeants également. Ils doivent vraiment être très conscients de leur rôle, de leur responsabilité
et de ce que cela implique tant en termes de prévention que de gestion de la crise et de plan de gouvernance. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et vous souhaite une excellente journée.